Mettre en place une gestion locative sereine avec Bruno Cantegrel. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécialisé dans la gestion locative et vous savez que nous, les investisseurs sereins, c'est très important d'être serein tout au long de son investissement immobilier. Donc ça va être très intéressant d'avoir une discussion, on va vraiment parler sur la sélection des locataires, sur comment est-ce qu'on met en place une relation pérenne avec ses locataires, comment est-ce qu'on peut se rassurer et s'assurer sur ses investissements immobiliers pour être sûr que tout au long de la vie de notre investissement, ça se passe bien. Salut Bruno, comment ça va ? Salut Dorine, merci à toi de m'inviter sur ton podcast. Je suis ravi d'y participer pour la première fois. Au top, merci. Très beau cadre en plus. On est au coin de la cheminée. Ouais, c'est nouveau. On met en place le décor. Avant, c'était pas aussi bien, mais j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure du temps. Bon, donc, je suis content. Félicitations. Donc, l'idée, là, c'est qu'on va déjà, dans un premier temps, apprendre à te connaître, parce que les auditeurs ne te connaissent pas, et je trouve que c'est important que les personnes qui interviennent sur le podcast partagent leur parcours d'investisseur pour qu'on sache à peu près ce que tu as fait. Et dans un second temps, on ira un petit peu plus creuser sur la partie gestion locative. Donc, à la limite, Bruno, je veux bien que tu nous parles de qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait en investissement. On prend le temps de voir déjà un petit peu ton parcours d'investisseur. Ok, bon, écoute, donc moi je suis Bruno Cantegrel. J'ai commencé très tôt à investir dans l'immobilier, quasiment à la sortie d'école. École d'ingénieur, c'est ça ? Ouais, alors j'ai fait une école d'ingénieur et suite à ça, comme je voulais avoir une formation un peu plus généraliste, je suis parti sur un MBA en fait, dans une école du commerce. Et suite à ça, après, il a fallu bosser. Donc, j'ai commencé mes premiers stages, j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Et puis là, c'est là que je me suis dit, donc j'étais déjà salarié. Je me suis dit, je vais commencer à investir dans l'immobilier. En fait, pourquoi l'immobilier ? Parce qu'il y avait tout un tas de placements qui existent. Mais ça a toujours été une passion pour moi, en fait, parce que même tout petit, je jouais au Monopoly, tu vois, avec mes amis pendant les vacances et j'adorais ça. Après, je voulais mettre le pied dans la vraie vie, en fait, et commencer à investir. Et je voulais quelque chose qui soit palpable, contrairement à la bourse ou d'autres types d'investissements type SCPI où tu ne palpes pas ce que tu achètes, en fait, parce que c'est que des bouts de papier. Là, je voulais aller sur du concret. Et comme je n'y connaissais pas grand-chose, en fait, je me suis fait accompagner par un CGP, un conseiller en gestion patrimoniale, que vous m'avez recommandé, en fait. Sur Paris et en fait il m'a fait des super beaux tableaux Excel avec des rendements magnifiques, tout était beau sur le papier, donc je me suis dit allez, on y va. Je me suis lancé comme ça sur un programme de défiscalisation. Alors quand tu passes par un CGP, c'est un peu leur tendance de te faire basculer sur du neuf et sur des lois de défiscalisation, puisque l'idée c'est de pouvoir te constituer une retraite. En tout cas, c'était l'objectif, mon objectif au tout début, tu vois, sans se dire j'ai dégagé des rentes tous les mois, mais se dire, tu vois, je pensais déjà à la retraite alors que j'avais à peine commencé à travailler, mais tellement nos parents nous disaient oui, il y a la retraite, ça va être compliqué, tu vas rien avoir, il faut mettre des sous de côté, quoi. Mettre des sous de côté. Donc soit tu les mets à la banque, une fois que tu as mis ça dans ton PEL, tu vois, tu as vite fait le tour parce qu'ils sont plafonnés. Et donc j'ai suivi ces conseils, donc je suis parti sur une loi d'Eurobiens. Peut-être que tu en as eu écho. C'était les étudiants. Non, c'est l'ancien de Pinel, c'est ça ? Non, ou je sais plus. Ouais, je sais plus. C'est avant Pinel, non ? Ça date de plusieurs années. Moi, quand j'ai investi, ça devait être en 2007, tu vois. Et donc, c'est la loi d'Eurobiens qui permettait d'investir dans du neuf, donc en VFA, tu achètes sur plan. Et derrière, tu peux avoir un avantage fiscal. Ce qui te permet finalement d'améliorer ta rentabilité. Parce que tu payes beaucoup moins d'impôts que si tu investissais dans l'ancien classique, quoi. Après, la contrepartie, c'est que tu investis dans des zones où il n'y a pas de forte tension locative, dans des zones où le foncier ne coûte pas très cher. Donc, j'ai investi, le premier, c'était dans le sud-ouest. Alors, clairement, ça s'est bien passé. L'immeuble, il y a eu pas mal de retard quand même dans l'immeuble comme dans la construction. Après, c'est là que les galères ont un peu commencé à arriver parce que sur le papier, tout était beau, mais après, dans la réalité, l'agence qui était mandatée pour trouver les locataires, elle a mis 9 mois. Ah ouais, là, ça calme. 9 mois, mais aujourd'hui, c'est
9 fois, non. Moi, je mets 9 heures pour trouver un locataire aujourd'hui. Je ne mets pas 9 mois, quoi. Ça a dû te faire un peu stresser, non? Enfin, les 9 mois-là, ça a dû être... Ouais. D'autant plus qu'au bout des 12 mois, légalement, si tu n'as pas mis en location, trouver un locataire, tu perds tous tes avantages. Ah oui, les avantages des impôts, bah oui. Tu perds tout. Ouais, tu as des avantages, mais il faut louer. C'est pour louer. Hein. C'est pour mettre des personnes dedans. Donc là, au bout de 9 mois, ils m'ont dit, bon, là, c'est la cata, il n'y a personne. C'est normal, ils avaient construit dans une ville où il n'y avait pas de demande. Donc, il n'y avait pas forcément de vrai marché locatif. Donc, ils m'ont dit, bon, on va baisser le loyer. Bon, bien sûr, je n'avais pas eu le choix parce que c'était la condition sine qua non pour qu'ils trouvent quelqu'un. Donc, je crois qu'il y a eu 15% de perte de moins de loyer. Ça, c'est énorme déjà. En parallèle, j'avais fait un prêt variable. Donc, tu sais, c'est quand aujourd'hui, on n'en parle plus tellement des prêts à taux variable, on n'a que des taux fixes. Mais à l'époque, ça marchait trop bien parce que les taux fixes étaient très élevés et le taux variable, tu pouvais être facilement à 2 points en dessous du taux fixe. Et donc, je me suis dit, très bien, en partant sur un taux variable, je dois être à 2,2, quelque chose comme ça, mais capé. Donc, même si ça augmente très fortement, ça ne pourrait pas dépasser 5-6 points. Et donc, pendant cette période-là, des 18 mois où finalement, tu attends que l'immeuble se construise et que l'appartement sorte de terre, les taux avaient augmenté. Et donc, mon prêt variable avait pris 1,5 point de plus. Donc, baisse de loyer, le prêt qui augmente, les mensualités augmentent. Donc là, j'ai dit, mais je te vois le gestionnaire qui commercialisait, parce que c'est une grosse chaîne, il y a beaucoup d'intermédiaires dans les problèmes de défisc. Bah oui. Il m'a dit, non, mais c'est très bien, monsieur, gardez-le, votre truc, vous allez voir, hein, c'est en train de partir, quoi. Et en fait, je voulais tout revendre, quoi. Je voulais tout résilier. Donc, j'ai pas pu, parce qu'une fois que tu es engagé, tu as signé la promesse de vente, tu es passé chez le notaire, bon. Donc du coup, ça s'est quand même fait. Au bout de 10 mois, ils ont trouvé le locataire. Après, la contrepartie, c'est que c'est des locataires qui restent très 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 longtemps. Bah forcément. Il n'y a pas de demande, mais il n'y a personne qui veut trouver un logement. Mais une fois que tu as trouvé quelqu'un, je crois que les locataires, il a dû rester 10 ans, quoi. Parce que c'est de la location nue, les loyers, ils sont pas trop chers, et en plus, tu es dans un appart tout neuf. Voilà. Donc, à sa place, il a raison de rester, quoi. Il était bien, tu vois, sur de 70 mètres carrés, 400 € le loyer, tu vois, c'est pas très cher. Bah ouais. Il était super content, et donc voilà, donc au moins, t'es pas emmerdé avec les changements de locataire, il est là pendant 10 ans. Mais bon, gros coup de stress au début là-dessus. Une fois que c'était sur là, je dis, je vais pas m'arrêter là. Bon, je vais pas refaire un autre de Robien. On arrête, ouais, c'est bon. Mais je me suis dit, tiens, on va essayer un autre truc quand même où il y aura plus de demandes. Donc, du coup, j'ai voulu tester autre chose. Je suis parti sur une résidence dite de service. Donc, tu sais, j'avais hésité entre les résidences de tourisme, type les Pierres et Vacances, où tu achètes un petit appartement et puis ils s'occupent de te mettre des touristes dedans, dans les EHPAD, donc, tu vois, dans la santé, ou pour les étudiants. Et donc, du coup, je suis parti sur une résidence étudiante, parce que je me suis dit, là, j'aurais pas de soucis. Des étudiants, il y en a partout, et c'était en plein cœur de Lyon. Ok. Donc, tu vois, tu as l'immeuble qui est là, et tout autour, tu as les facs. Et pareil, là, c'était plutôt une sorte de programme clé en main Oui, c'était du clé en main, parce que c'était encore dans du neuf. Ok. Programme, donc, ce qu'on appelle en résidence de service, donc tu payes hors taxe. Donc, ça, c'est bien, parce que tu gagnes 10-15 000 € déjà sur le prix. En prix TTC. Dans l'immobilier, tu n'achètes pas de TTC. Ouais. Mais quand tu passes dans ce type de programme, en fait, il y a du hors-taxe. Donc, j'achète avec 20% de moins, si tu veux, le foncier. Et après, tu as un gestionnaire. Donc là, c'est encore un autre mode de fonctionnement. C'est un bail commercial qui te lie avec un gestionnaire qui va gérer la résidence étudiante pour toi. Mais c'est encore sur le papier de la location nue. Là, c'est du meublé. Ah, là, ça rentre en meublé. Là, ça rentre en meublé. Donc, c'est un bail commercial. Mais pour moi, c'est des revenus meublés. Et on va commencer par les avantages. L'avantage, c'est que tu as un bail commercial et pendant les 11 années, tu as un loyer qui va tomber contractuellement. Qu'il y ait un étudiant ou pas un étudiant en logement, c'est contractuel, tu as ton loyer tous les mois. Donc ça, c'est bien. C'est la sécurité, tu vois. Et par contre, en termes de rentabilité, le gestionnaire, il te prend toute ta marge, quoi. Oui. Tu es à 3,5-4% de renta, ce qui est quand même mieux que le PEL, tu vois, de l'époque. Donc du coup je me dis bon ok ça c'est fait, pourquoi pas, mais l'inconvénient c'est que c'était loin de chez moi parce que moi je suis en région parisienne et donc je me suis dit après on va faire autre chose, on va faire dans le classique traditionnel, achetons dans l'ancien des petites surfaces, des studios dans l'ancien que je retape et je fais des travaux et ensuite je remets en location en location meublée, donc pour des étudiants ou pas, mais en meublé. Et après j'ai fait que ça.
Alors attends, c'est hyper intéressant parce que je pense que tu es l'un des premiers sur le podcast que j'interviewe qui a eu ce petit moment de découverte de l'immobilier via des programmes un peu tout faits, à la fois d'Eurobien et ensuite résidence de service. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait au départ? C'était la facilité ou t'avais peur de passer tout de suite à je fais moi-même mes visites? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense la peur de se dire oulala, c'est quoi ce truc? Je suis pas en train de jouer au Monopoly, là c'est la vraie vie, donc il faut tout gérer quoi. Et puis voilà, je débutais, tu vois, je suis sorti d'école, donc toi quand tu as 24 ans, tu sais pas trop, c'est la vraie vie. Déjà il faut te gérer toi-même, gérer ton boulot à côté, donc là gérer un truc que je connaissais pas. Je dis bon voilà, on me propose un truc un peu clé en main, c'est la facilité. Un peu sécure parce que tu as résidence service avec un bail commercial sur 11 ans, bah, tu es comme sécure. Mais j'étais pas là pour chercher de la renta. Quoi, tu vois, à l'époque, c'était préparer sa retraite. Quoi. C'était ça ton leitmotiv. La retraite et commencer un peu à mettre un pied dedans. Voilà, donc c'était plus le côté sécure, mes connaissances. Et puis voilà, puis c'était aussi loin de chez moi. Donc finalement, ça ne m'a pas forcément... rassuré et je voulais quelque chose de palpable, tu vois, que tu puisses visiter le bien, avoir une relation avec les locataires, même si ça fait ça enquiquine un peu tout le monde, mais voilà, ça fait partie de la... Tu as un produit, tu le vends, tu as des clients, quoi. Pour moi, les locataires, c'est des clients, c'est pas plus que des locataires. Voilà, j'ai pas eu tout ça en Eurobien, encore moins en résidence de service, parce que là, tu vois rien. Et pour te dire, j'avais même pas été visiter les biens quand ils sont sortis de l'eau. Donc ça, c'était pas une mauvaise façon de faire. Mais de par la distance aussi, ça m'avait un peu refroidi. Mais bon, je l'ai fait. C'est une expérience à faire. Après, je ne l'ai pas reconduit. Tu vois, je suis passé sur autre chose. Ouais. L'IMO classique que tu achètes, que tu passes du temps à parcourir les annonces, à faire les visites, à négocier aussi, beaucoup négocier. Parce que tu as toujours le prix facial que tu as sur le Bon Coin et autres. Mais quand tu grattes un peu, tu peux facilement négocier. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au prix de l'annonce. Ah oui. Parce que sinon, tu ne fais rien. Quoi. Ah oui. Moi, quand je vois les annonces, c'est trop cher. Quoi. Encore plus aujourd'hui, je trouve, parce que... C'est hors de prix. Ouais, ils exagèrent sur les annonces. Donc voilà, donc ça aussi, tu vois, il faut l'avoir vécu. Tu dis non, même si le bien, tu sais qu'il est trop cher, tu vas le visiter, tu regardes les imperfections. Il y a toujours des imperfections. Là, j'en ai visité un dernièrement. Il y a un locataire qui est là, mais qui est prêt... Le bien n'a jamais été entretenu, il n'y a jamais eu d'augmentation de loyer, il n'y a jamais rien eu. Donc toi, après, c'est essayer de négocier parce que tu achètes un bien loué, donc forcément, tu peux négocier une décote. Il est en mauvais état, au sens où il est mal isolé. Donc ça aussi, tu peux, avec le 2025, si tu n'es pas aux normes, ça peut être un problème. Voilà, donc il y a toute cette petite chose qui, finalement, tu dis, bah ouais, l'appartement, il coûte cher, mais ok, va le visiter, prends le temps de regarder ce qui va pas, la condition du locataire qui veut peut-être s'en aller ou pas. Voilà, donc tout ça, ça se vit, en fait. Sans compter les visites, et puis toute la gestion effectivement que tu as à faire, et puis les travaux. C'est le plus long. Le plus long pour moi, c'est l'aménagement. C'est construire le projet, parce que je recherche un peu des ruines. Et finalement, il faut faire des plans, beaucoup de plans. Il faut déposer des permis de travaux, ouais, des travaux, des autorisations. Des autorisations. Des autorisations de travaux à la mairie. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire, de trouver les entrepreneurs, de tout négocier et aussi à mettre la main à la pâte parce qu'après, moi, je ne fais pas le gros œuvre. Enfin, avant, je faisais, mais plus maintenant. Mais après, tout ce qui est finition, je le fais encore. Et donc, tout ça, ça prend vachement de temps. Mais finalement, c'est ce qui est la partie aussi qui m'amuse dans tout ça. Et puis après, trouver les locataires et puis avoir des gens qui restent le plus longtemps possible. Donc, tu t'es mis à acheter des appartes au fur et à mesure du temps. Ouais. Tu as toujours acheté des appartements en copropriété les uns après les autres? T'as fait autre chose? Alors, j'en fais pas plusieurs à la fois parce que en fait, ça prend du temps. Et quand tu es sur un projet, si tu dois en gérer un autre à côté, après, là, je fais pas que ça aussi. Donc, j'ai une vie d'entrepreneur. Donc, j'en fais un max à la fois, peut-être un tous les 2 ans. Après, ça dépend des opportunités. Des fois, il se passe rien, mais il se passe rien. Et puis, oui, donc j'ai fait des caves. Première fois que j'ai mis une cave en location, j'y croyais pas. Je me dis, qui va prendre une cave, quoi? La cave, toi, ça se loue pas. Et finalement, j'ai mis une annonce sur un site spécialisé et le lendemain, c'était loué. Puis je disais aux gens, mais pourquoi vous voulez louer une cave? Ça coûte une blinde, ça coûte 100 € la cave. Vous allez faire quoi de la cave? Non, mais j'ai plein d'affaires, je sais pas où les mettre. Moi, il me faut du stockage. Et en fait, je me suis rendu compte que le stockage, les gens, on garde. Même moi aussi, j'ai tendance à tout garder.
Et ça se voit d'autant plus chez les locataires qui n'ont pas d'espace de stockage ou pas suffisamment d'espace de stockage. Parce que quand tu loues un appartement, tu n'as jamais la cave avec. Donc les locataires, quand ils déménagent, souvent, ils ont besoin d'une cave. Ouais. Ou même des propriétaires qui viennent parce qu'ils ont beaucoup de stockage à faire. Donc ça marche bien. Le parking, j'ai fait aussi il y a pas mal de temps des parkings. Par contre, les frais de notaire sont beaucoup plus élevés. Donc, bon, c'est bien parce que c'est des tout petits budgets. Ça se loue bien si tu es dans une ville urbaine où globalement, il y a très peu de bâtiments neufs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-sol. Parce que dans l'ancien, il n'y avait pas de sous-sol, donc il n'y a pas de parking. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les enchères là, récemment. Ça, les enchères à la bougie. Je recommande, si tu as l'occasion de le faire au moins une fois, c'est assez passionnant, assez stressant parce que tu as des bougies qui se consument et en fait, c'est ça qui te sert comme timing pour faire tes enchères. Donc, dans une salle, tu as tous les gens qui disent ouais, tac, donc tu lèves la main en fait et à chaque fois, tu as le commissaire qui fait les enchères qui dit ok, donc ça augmente par palier de 2 000 € à chaque fois. Et puis après, c'est un peu c'est un jeu en fait. Et c'est un peu. Faut pas se laisser embarquer dans le jeu si tu t'es pas mis une limite en amont parce que tu as plein de professionnels, tu as plein de gens du bâtiment qui sont là pour acheter des ruines et faire des travaux. Ou même des marchands de biens, tu vois, qui sont aussi là. Des particuliers comme moi, il y en avait un petit peu, mais pas des masses. Hein. Les gens, ils arrivent limite avec leur marteau, tu vois, leur pied à coulisse et tout ça, tu vois, qui sont là juste pour trouver la bonne affaire et tout refaire des travaux. Donc ça, je l'avais fait. J'avais réussi à remporter le bien. Et quand on te dit oui, numéro 428, tu as un numéro, l'enchère est adjugée au numéro 428, tu te dis ah, c'est bon, c'est pour moi, mais donc ça s'arrête là. Tu vois, c'est pas du tout la même approche que quand tu passes chez le notaire. Tu as fait une acquisition normale où tu as les 2 mois, tu as les signatures de la promesse, tu as le compromis, tu as les étapes pour avoir un prêt bancaire. Enfin, toi, c'est étaler une vente. Ça se fait pas en 5 minutes. Ouais, je pense que c'est pas mal, peut-être pas pour les débutants, non, je sais pas. De commencer direct par les enchères. Je sais pas. C'est une question que je me pose. Moi, je me sentirais à l'aise de le tenter, mais c'est vrai que... Alors, pour les débutants, je pense que c'est stressant. C'est très stressant. Ouais. C'est super engageant parce que faut que tu payes, tu as une obligation de paiement. Bah oui. Donc, si le débutant dit ouais, je me crois dans un jeu et toi, comme je sais pas au Monopoly ou même sur un jeu sur mon ordinateur, je lève la main et puis que on te dit bah oui, ok, t'as le bien. Et que non, mais c'était une blague, je savais pas. Non, ok, bah donc faut que tu te sortes 150 000 € de ta poche. Parce que c'est comme si c'était sans clause suspensive en fait. Ah c'est-à-dire oui, que t'es engagé. Là, t'es engagé et si tu peux pas acheter, ils te font des saisies sur tes biens pour revendre. Exactement. L'argent et financer le. Donc il faut sécuriser, avoir à minimum la trésor pour financer le bien que tu veux acheter. Après, moi, dans mon cas, je m'étais dit, bon, ok, j'ai 2 mois, parce que tu as 2 mois pour faire toute la paperasserie, mais pas un jour de plus. Hein. Ah ouais. Tu vas chez le notaire, il t'appelle, il dit, bon, là, vous avez l'argent parce que c'est demain que vous signez. Ouais. Donc, j'avais quand même pris le temps de faire un prêt à la banque. Mais tu vois, un prêt en 2 mois, c'est un record. Quoi. Ouais, c'est rapide. Sachant que tu as les 11 jours de délai incompressible lorsque tu as l'offre de prêt. Donc, tu vois, tu perds déjà... c'est en jours ouvrés qui compte. Donc, tu as déjà 15 jours de perdu. Oui. Il ne te reste plus qu'un mois et demi. Un mois et demi, le temps d'aller voir le conseiller, qui te fasse l'offre de prêt, que tu ailles l'assurance aussi, parce qu'il te faut l'assurance du prêt, de monter tous les papiers avec le back-office de la banque qui met généralement 3 semaines à tout valider. Moi, je l'avais eu à 1 semaine avant la deadline. Quoi. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas 60 jours pour obtenir le oui d'un banquier, c'est 60 jours pour avoir l'argent sur le compte du notaire. Du notaire, quoi. C'est pas pareil. Donc ça, c'est un peu le stress. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut soit avoir la trésor à côté au cas où. Si tu l'as pas, c'est que tu aimes bien prendre des risques au niveau de ta banque. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être plus pour des gens qui ont déjà l'habitude d'investir ou il faut vachement bien connaître le quartier. Bah, le secteur. Le secteur, parce que tu vois, c'est des enchères. Donc l'idée, c'est d'acheter moins cher et pas plus cher que le marché. D'avoir visité le bien en amont, de peut-être venir avec une entreprise. Parce que généralement, les biens aux enchères, ils sont pas forcément en bon état. Quoi. Ok. Trop bien. Donc, tu en as acheté combien des apparts aux enchères au final ? Là, j'en ai acheté qu'un. Ok. Mais j'y suis retourné. Ah non, je m'étais inscrit pour une autre vente aux enchères, mais c'était des enchères. Comment ils appellent ça ? Suite à une. Le propriétaire ne payait plus. Il avait énormément de dettes. Ok. Et donc, en fait, c'est pas les mêmes types d'enchères. Moi, dans le premier que j'ai acheté aux enchères, c'est les enchères par adjudication. C'était une succession. Ok. Donc là, tu n'as pas de risque parce que l'appartement, il est vide, il est pas occupé, tu l'achètes tel quel. Mais pour les autres enchères où là, c'est
parce que tu as des saisies ou tu es un mauvais payeur, le bien que j'avais visité qui était aux enchères, il y avait encore quelqu'un dedans. Ouais. En fait, on te dit, t'achètes tel quel. Après, tu te débrouilles. Hein. S'il y a quelqu'un dedans, nous, on ne va pas le savoir. Donc, vu qu'à la base, c'est quelqu'un qui ne peut pas payer, qui a des dettes, tu dois te retrouver déjà avec un locataire en impayé. Donc, ça commence bien. Donc là, je m'étais désisté. Tu vois, je dis non, finalement, je ne vais pas y aller. Donc, voilà, toutes les enchères ne sont pas bonnes à prendre. Après, il faut regarder le contexte aussi. Pourquoi le bien il est mis aux enchères parce qu'après, si tu mets 3 ans pour récupérer le bien, plus après encore 6 mois de travaux, tu vois, ça peut... Ok, donc c'est trop intéressant parce que tu as un peu touche à tout. Parce que à chaque fois, tu changes. Tu as eu beaucoup d'expérience entre le Dorobien, le maison de service, des appartements simples, appartements achetés aux enchères, caves et tu as dit parking, voilà. Et combles. Là, le prochain cas, c'est combles. Les combles. Ok. Alors ça aussi... Alors, si effectivement il y a des gens qui ont déjà des... Moi, c'était mon cas. Je n'avais pas forcément l'idée, mais dans l'immeuble où j'avais déjà acheté un studio, on pouvait accéder aux combles. Et je me suis dit, les combles, ok. Alors les combles, si tu ne peux pas y vivre, hein, tu as à peine 1,50 m sous le fait, donc tu tiens à peine debout. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on peut peut-être faire quelque chose. J'ai mis peut-être 2 ans à monter le dossier auprès de la mairie parce que là, ça demande une autorisation de travaux, un permis de construire. Là, c'est un permis de construire. 1 an pour faire tous les allers-retours parce que avec les PLU, c'est super compliqué maintenant. Ensuite, il faut passer au niveau du syndic parce que tu achètes en fait un espace commun à la copro. Ouais. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc ça, c'est aussi compliqué parce que tu as toujours des gens qui disent non, pourquoi ils achètent ou ils n'ont pas envie, ils ne comprennent pas le projet. Ils voient pas ça les inquiète. Ça les inquiète, il va y avoir du bruit, il va y avoir... Ils vont faire de la fête dans le grenier. Donc on a dû passer 2 AG, je ne me demande pas pourquoi, mais il manquait toujours un truc. Donc tu vois, tu perds facilement 2 ans. Et là, les travaux vont commencer. Après, sans compter les problèmes d'assurance aussi, parce que là, c'est autre chose de faire de la rénovation intérieure que de surélever un immeuble. Il y a des garanties qu'il faut prendre en plus, au niveau de l'artisan, au niveau de la dommage ouvrage, il y a tout un tas de choses que je n'avais pas forcément exploitées jusqu'à là, où il faut que tu passes par comment ils appellent ça, des analystes de structure, des analystes pour étudier le sol, si ça va pas s'écrouler, tout ça. Il y a plein de métiers que tu ne soupçonnes pas quand tu fais de la rénovation intérieure, que là, c'était une autre dimension. Et donc là, enfin, ça va être lancé, ils construisent des échafaudages en ce moment. Donc c'est vraiment une rehausse carrément. Ah oui, on enlève tout le toit et on le reconstruit plus haut. Voilà, on va faire une sorte de duplex avec toit terrasse. Trop bien. Ça va être un gros projet. Voilà, donc c'est pour ça que je dis j'en fais. Je peux pas en faire tout le temps, mais parce que rien que celui-là, ça m'a pris pas mal de temps à le mettre en place. Là, il va falloir le suivre. Voilà, donc c'est une autre expérience. Mais voilà, donc du coup maintenant que je regarde dans les appartements que j'ai ou qui pourraient m'intéresser, je dis tiens, je vais peut-être voir les combles. Pourquoi pas, ça peut être intéressant à exploiter à terme, si possibilité. Ouais. Surtout sur des zones où les prix au mètre carré sont assez élevés parce que c'est ça, parce qu'en fait parfois le prix de faire ce genre de projet est assez colossal. Ouais. Et si le prix au mètre carré de la ville il est à 2 000 € du mètre, ça devient difficile c'est vrai que moi, je suis le valoriser, en région parisienne, dans le 9-9 ici, on est à 7 500. Oui, donc là, ça devient plus intéressant. Donc ça devient intéressant. Après, il y a les problèmes de carrière tout autour de Paris, en région parisienne, donc il y a des trous partout. Et donc, ce qui fait que pour construire, il faut d'abord regarder s'il y a des carrières ou pas. S'il y a des carrières, il faut les boucher. Voilà, donc il y a plein de paramètres, tu vois. On change la résidence de Robien que j'avais achetée ou résidence étudiante où ça n'a rien à voir. Je signe là et vous occupez de tout, vous gérez tout, quoi. Et donc, comme tu disais, tu faisais des opérations, donc je considère comme petites opérations, parce que je vois que tu achètes un petit truc, parce que moi je suis dans le vocabulaire des immeubles avec 5-6 appartes. Du coup, tu faisais plutôt des petites opérations, mais régulières. Ouais. Et là, tu n'as plus 25 ans. Du coup, toi, tu as quel âge et du coup, tu as réussi à en faire combien Là, maintenant, j'ai 46 ans. Donc ça fait 20 ans que tu fais de l'investissement immobilier de façon constante et régulière au fil des années, en fait. Alors au début, ça n'a pas été forcément régulier parce qu'il te faut aussi une capacité de pouvoir financer. Il te faut de la trésor, tu vois, quand tu fais des... Justement, c'est là que je voulais en venir. Il te faut des apports, il te faut de la trésor, il te faut du temps. Ok, ça, il en faudra tout le temps. Et donc au début, tu n'as pas forcément les mêmes capacités financières que maintenant. Donc au début, j'en ai pas fait énormément.
C'est plutôt, là, c'est peut-être ces 5-10 dernières années où j'ai plutôt accéléré la croissance, quoi. Et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est intéressant de voir une carrière longue d'investisseur, parce qu'au final, comment tu as fait pour réussir à enchaîner de façon, bon, certes, pas forcément hyper régulière sur toutes les 20 années, mais comment les banques ont réagi et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui ont toujours peur de leur fameuse capacité d'endettement et puis je serai bloqué, du coup ce sera fini, je fais qu'un invest, après c'est terminé. Toi, tu as une vision de ça par rapport à ton expérience ? Alors, écoute, au début, j'étais parti sur des prêts longue durée de 20 ans parce que, tu vois, dans les discours des CGP, ils disent non, mais les prêts, il faut que ce soit le plus long possible. Tu connais c'est mon discours, alors vas-y. L'effet de levier, nanana, bancaire, enfin, vas-y, tu vas à fond. C'est bon, ok, on va prendre des trucs sur 20 ans. Et après, quand je l'ai fait par moi-même, en fait, j'avais le raisonnement complètement inverse. J'ai dit non, je vais faire le prêt à la banque le plus court possible pour pas m'endetter à terme. Donc, j'étais sur des prêts de 7 à 10 ans, max. Ok, mais alors à ce moment-là, il faut que tu aies des gros loyers pour pas avoir un effort d'épargne trop... Alors, il faut, oui, alors après, ici, trop important. Où on est en région parisienne, les loyers sont quand même assez élevés. Et puis aussi, je devais aussi amener en fait, une certaine trésorerie pour compléter le prêt. Ok. Donc, je suis toujours arrangé pour que les mensualités financent le loyer. Enfin, c'est que le loyer finance les mensualités de crédit. Et donc, forcément, le reste, parce qu'il fallait forcément remettre un peu, sinon l'opération n'était pas finalisée. Je mettais de l'apport. Ok. Et donc, en fait, est-ce que c'est finalement tes premiers investissements qui t'ont permis tout doucement une fois qu'ils sont remboursés, t'as revendu des biens ? Enfin, je sais pas du coup là. Non, je sais pas. T'as jamais rien revendu ? Ah super. Donc tu gardes ton parc ? Je garde le parc et par contre je réinvestis. Donc là, quand les prêts se sont finis, après j'ai une nouvelle capacité. Après, j'ai des loyers qui rentrent, donc ça la banque en tient compte aussi. Et après au début c'était pas le cas, mais maintenant je travaille toujours avec la même banque. Et elle m'a bien aidé pour pas les citer, le Crédit Agricole. Ils ont été super rapides pour monter le dossier de prêt pour les enchères. Ouais. Voilà, ils connaissaient ce que je faisais, les revenus qui rentraient, donc ça n'a pas été trop long. Alors, initialement, j'avais tendance à prendre la meilleure banque, enfin pas forcément la meilleure, mais celle qui avait les meilleures conditions en fait. Et donc voilà, donc en fait c'était plutôt sur des prêts. Maintenant les prêts sont très courts, donc tu vois 7 ans c'est court, enfin c'est court. À l'échelle de l'immobilier, tu vois c'est court. Bah oui. Donc une fois que les prêts sont finis, je peux continuer à réinvestir. Et puis l'apport que j'avais pas au début, parce que toi si t'as pas d'apport en fait tu fais rien. Ça je l'ai eu parce que j'ai commencé à créer ma première boîte en 2009. Et donc, avec les dividendes générés, ça m'a permis de réinjecter dans l'immobilier, quoi. Et en moyenne, tu mets combien d'apports en pourcentage là, sur aujourd'hui, quand tu fais des projets ? Juste pour avoir un ordre d'idée pour l'audience, je pense que ça les intéresse. 20-30 ou... Ouais, j'irais dans les 20, peut-être 30%, ouais, ça dépend. Entre 20 et 30 en fonction. Après, il y a des les travaux aussi qu'il faut compter, donc on est peut-être à au moins 30% un bon gros 30% d'apport en comptant les travaux. Alors, j'ai pas forcément les travaux dans tous les biens, mais quand il y en a, je refais tout, quoi. Ok. Donc, tu vois, là, le ticket des travaux proche de Paris, on est à 1100 € le mètre carré. Oui. 1100, 1200. Et après, j'ai fait le choix de travailler toujours avec le même artisan. Il met des produits, tu vois, de qualité, parce que c'est la location. Alors, au début, j'ai raisonné là, non, mais je mets des produits. Tu vois, j'ai chez Brico et j'achète le premier truc que je trouve. Et puis maintenant, je mets que du matériel qui va tenir la route, qui va pas se casser, qui va pas se tordre, parce que je n'ai pas envie de le changer tout le temps, quoi. Donc, mais ça, c'est génial. Ça va faire la super transition, je pense, sur la gestion locative. Ouais. Dans le sens où, mon avis, mais après, on va pouvoir en discuter, c'est que la première chose de base, avant de parler des techniques de gestion locative, etc., c'est d'avoir un appartement qui soit propre, bien rénové, avec des matériaux de qualité et des meubles aussi de qualité, je le précise, parce que moi, je connais des gens, ils font bien les travaux, mais après, ils mettent des meubles hyper cheap. Et je trouve ça bien dommage. Je sais pas ce que toi, t'en penses. Est-ce que pour toi aussi, c'est la base ? T'as l'habitude donc de faire des belles rénovations quand même. Alors, au début, j'avais le raisonnement inversé. Quand tu débutes, tu dis, mais non, mais c'est un coût. Ouais. J'ai pas acheté un beau canapé, une belle table, machin, des belles échelles. Toi, tu vas chez Brico, limite, je vais à Conforama. Je sais pas que c'est de mauvaise qualité, mais tu vois, c'est un peu... pour la location, ça va peut-être pas tenir longtemps, quoi. Mais parce que je me dis, ça va me coûter de l'argent. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Je me dis, non, c'est un investissement que je fais.
ok, je vais prendre des matériaux qui sont un peu plus haut de gamme et résistants, surtout, tu vois, même tout ce qui est robinetterie, douche, carrelage, peinture aussi. Toi, les peintures, tu en as tous les prix, quoi. Ouais. Donc maintenant, j'ai un peu changé de par l'expérience, parce que j'en avais marre de... Après, ton truc, ça te suit, quoi. Quand tu mets des équipements de mauvaise qualité, bah, tu as les locataires entre guillemets, qui vont pas forcément, ou qui le voient, ou ils vont pas forcément l'entretenir. C'est comme quand tu as un mur qui est tout tagué, bah, ça va encourager les gens à mettre des tags partout sur le mur. Bah ouais. Alors quand c'est tout nickel, là, ça te change l'optique. Donc maintenant, je suis sur des choses un peu de meilleure qualité. Et puis, oui, j'ai remarqué que maintenant, il y avait beaucoup de produits sur le marché qui étaient ultra bien équipés. Mais ça a été dopé avec les locations Airbnb. Ah, et tu veux dire que c'est des anciens Airbnb qui sont passés en longue durée? Et surtout que les gens, maintenant, on fait tous de l'Airbnb pour les vacances, sont habitués à avoir une qualité de logement Airbnb. Et donc là, le dernier appartement que j'ai mis en location, je l'ai mis en Airbnb, c'était pour les JO. Tout le monde disait, les JO, il ne faut pas le louper, c'est le créneau dans ta vie où il faut faire de l'Airbnb. Je dis, ok, tu vois, je ne voulais pas trop le faire au début, je dis, bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être la martingale, comme dirait quelqu'un. Et donc, je dis, ok, je vais le faire nickel, mais ultra équipé, tu vois, avec le sèche-cheveux, avec la cafetière, j'avais même acheté les petites expressos, j'avais mis du jus d'orange dans le frigo, enfin, j'avais acheté vraiment des matériaux propres, même des canapés, des tables, enfin, ce que j'ai jamais fait Enfin, si je le faisais, mais peut-être pas aussi bien que là. Et après, le logement, il était beau. Tu vois, tu faisais des belles photos et tu vois, ça ressemble en fait à tous les apparts que tu as sur Airbnb maintenant, et avec une belle déco, tu vois que c'est bien fini, ils sont tout propres. Bah ouais. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire la location Airbnb. Donc, j'ai fait, je l'ai fait sur un bail mobilité parce qu'il y a toutes les contraintes administratives proche Paris qui t'empêchent de faire du Airbnb maintenant. Donc, je suis parti sur un bail mobilité d'1 mois. Je me suis dit, bon, personne ne va louer ça pendant 1 mois. C'est quoi l'intérêt? Puis finalement, j'ai eu plein de gens qui ont réservé le Airbnb pendant 1 mois. Mais le système m'a pas enchanté, donc je l'ai arrêté en fait, parce que tu vois pas les gens, tu sais pas qui va te réserver, tu as juste une notification de Airbnb, vous avez un paiement effectué de je sais pas qui, il arrive dans 20 jours, et après t'as pas de contact. Contrairement à une location où tu vois les études, tu vois la personne, tu vois le dossier, tu la rencontres, là c'est complètement impersonnel en fait, c'est de l'hôtellerie, quoi. Donc je n'étais pas forcément prêt pour faire ce genre de choses. Et puis j'ai récupéré l'appartement dans un état qui n'était pas le même qu'à l'entrée, quoi, on va dire. Ah oui, bah oui, donc tu as fait cette tentative à l'occasion des JO 2024. Ouais. Ouais. Mais non, c'est assez rigolo. Nous, on n'a jamais sauté le pas de la location courte durée. On a tout en location longue durée. Mais du coup, je suis reparti en longue durée. Ouais. Parce que toi, quand tu as passé du temps à faire les finitions, à bien équiper le logement et que l'appartement il est rendu sale, mais genre sale, c'est que tu vois, il y a des traces sur les murs, le canapé était taché, la chaise aussi, il y avait des traces, rien rangé. Alors tu vois, le ménage, les gens ils partent en laissant le frigo plein, mais avec des trucs qui étaient périmés, tout traînait dans la salle de bain. Enfin, ok, c'est quoi le souci là? Donc ça m'a un peu dégoûté et je me suis dit, bon ok, ça c'est fait, c'est comme le Dorobien, c'était fait. On va faire de la location longue durée, donc je l'ai remis en location longue durée et là il s'est loué dans la journée, quoi. Ouais. Puis après, par rapport à ton parcours, t'as jamais été en quête de cash flow pour la liberté financière, etc. Parce que t'avais aussi toi, t'as un prisme de j'investis intelligemment pour ma retraite, etc. Mais ton activité principale, c'est l'entrepreneuriat. Mmh. Et c'est ça qui te fait vibrer aussi à côté de tes investissements. Enfin, c'est juste pour dire que c'est vrai qu'en fait, j'interviewe plein de monde et chacun a son prisme par rapport à ses problématiques personnelles. Et donc, toi, tu t'es dit, parce que donc pour information, Bruno, c'est la personne qui est derrière Monsieur Hugo, qui est un site de gestion locative. Et comment t'en es venu à te dire, bah tiens, je vais lancer un business sur la gestion locative? Bah écoute, ça m'est venu quand j'étais encore salarié, parce que j'ai travaillé chez Orange pendant très très longtemps. Et j'ai toujours été passionné par l'immobilier, mais je voulais créer mon propre business pour être indépendant. Et puis
Voilà, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu faire des choses. Tu vois, j'ai fait des formations, j'ai lancé ma première boîte en 2009, puis là, je voulais refaire un truc, mais dans l'IMO. Alors, ta première boîte, juste par curiosité. Alors, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. C'est la première boîte qui est toujours en activité, c'est une SS2I. Ok. Donc, c'est du... Parce que tu connais le principe, c'est Alors, on place en fait des consultants. Des consultants, exactement, chez des clients. Ouais, alors peut-être je l'explique en termes encore plus simples pour les gens qui nous écoutent. Les SS2I, souvent, ça peut être des banques ou des gros groupes qui ont besoin de développeurs informatiques. Et donc, la SS2I, elle a des salariés développeurs et en fait, elle place chez des clients qui sont des banques ou des personnes comme ça, parce que les banques, elles veulent plus de salariés. Elles préfèrent des consultants. Comme ça, les développeurs travaillent sur le projet pendant un certain temps. Quand le projet est terminé, merci, au revoir le développeur. Et donc, il reste salarié de la SS2I. C'est des sortes d'organismes de sous-traitance, ou je sais pas comment on appelle ça, ou portage salarial ou... C'est du... Je sais pas c'est quoi le mot exact. Non, c'est la sous-traitance en fait, parce que les entreprises, les clients ne veulent pas embaucher en salarié, ils préfèrent avoir des consultants. Et donc les consultants, ils sont amenés en fait par des boîtes comme la nôtre qui qualifient le consultant, fait passer les entretiens, facture le client, paye les consultants après. Voilà, ça c'est le modèle. C'était ton premier business model, donc il n'y a rien à voir en effet. Rien du tout, on a un opposé de l'IMO. Donc là, je voulais peut-être faire un truc un peu plus en lien avec l'IMO. Ok. Donc parce que tu as développé l'immobilier en parallèle d'avoir fait cette première SS2I. Ouais. Et donc là, ta deuxième boîte, c'est Monsieur Hugo. Et donc la deuxième boîte, effectivement, c'est Monsieur Hugo. Donc là, j'y suis maintenant à temps plein depuis le Covid. En fait, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, OK, c'est le moment d'arrêter et de mettre à temps plein sur Monsieur Hugo. Et en fait, pourquoi le concept, c'est quoi? C'est de proposer en fait aux propriétaires qui en ont marre de passer par des agences immobilières ou qui veulent se passer des agences immobilières, d'avoir une autre alternative, qui est Excel. Parce qu'aujourd'hui, les 3/4 du marché, les 3/4 des propriétaires bailleurs gèrent par eux-mêmes. Donc c'est énorme. Et les 25%, c'est plus par obligation où ils n'ont pas le choix. Comme moi, je l'ai fait au début avec le Dorobien parce que c'était un perpète et c'était un package clé en main construit par le programme immobilier. Mais sinon, 75% des gens veulent gérer. Donc tu vois, il y a quand même cet attachement à la pierre. Je veux gérer et je veux maîtriser ce qui se passe, même si les locataires, il faut les gérer. Bon, ok, mais tu les gères pas tous les jours. Donc les gens, ils gèrent par eux-mêmes. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, au lieu de gérer par vos propres moyens, par Excel, parce qu'aujourd'hui, c'est Excel, on vous met à disposition une plateforme de gestion locative qui s'occupe de tout pour vous. Donc on vient venir automatiser toute la gestion via cette plateforme, que ce soit de la mise en location à la gestion, à la déclaration des revenus locatifs, au traitement des pannes, des fuites ou le traitement des litiges. Et l'idée, quand j'ai lancé ça, c'était de se dire, parce que j'étais un peu dans ce cas-là, je gérais tout seul. J'avais pas d'outils, j'avais rien en fait, et j'avais jamais rien trouvé de solution sur le marché qui puisse coller et répondre aux besoins des propriétaires bailleurs. Avec le point important, qui était super important pour moi, c'était d'avoir une aide, pouvoir me retourner vers quelqu'un ou vers des experts quand j'avais des soucis. Parce que tu sais très bien, ça ne se limite pas à collecter le loyer. Oui. Il y a plein de trucs à gérer, locataires qui t'appellent parce que, je sais pas, le ballon d'eau chaude, il fuit, ou parce que les volets roulants, ils veulent plus se fermer. Ou alors, tout simplement, c'est que tu es en litige avec le locataire parce qu'il ne veut pas te payer, il ne veut pas quitter le logement, il te rend un logement dans un état, mais comme pas possible. Enfin, il fait trop de bruit. Moi, tu vois, des fois, j'ai eu des lettres mises en demeure de mon syndic parce que le locataire, il faisait la fête tous les week-ends. Tu es responsable, c'est à toi de te démerder pour faire respecter la réglementation. Donc ça, il faut le gérer au quotidien. Et donc, je ne voulais pas juste d'un simple outil tout basique. Un Excel amélioré, un truc un peu technique. Technique qui peut faire le taf, mais surtout d'avoir mis en place des process et savoir vers qui me retourner quand j'avais un souci. Soit je ne suis pas juridique, je n'ai pas envie de me déplacer pour faire des travaux tout le temps ou me déplacer quand il y a un problème. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai baptisé Monsieur Hugo. Je voulais que ça soit un assistant personnel en gestion locative. C'est pour ça que je lui ai donné un petit nom, Monsieur Hugo, qui est... Alors, je voulais l'appeler Alexa, mais bon, c'était déjà un peu pris. Donc, du coup, j'ai trouvé ce nom un peu au hasard. Il n'y avait pas de raison particulière, parce que Hugo, je trouvais que c'était rond, ça sonnait bien. C'est international. Si un jour, on va à l'international, mais bon. Oui. Et donc, voilà, c'était un concept que je voulais proposer. D'avoir à la fois tous les outils informatiques pour
gérer toute la partie administrative et comptable, et puis de pouvoir appeler un juriste, un artisan quand j'en ai besoin pour me dépatouiller mes affaires avec mes locataires. Ok. Et parce que alors, je connais pas bien ton logiciel. Il y a un réseau sur place aussi qui fait quelque chose, ou c'est une sorte d'outil national où tu as juste des contacts qui te sont donnés? Mais c'est qui fait les visites, par exemple, des lieux d'entrée et des lieux de sortie? C'est quand même toi qui les fais, ça? Alors, c'est juste pour comprendre c'est où la limite de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pas. On n'est pas on fait pas juste de la mise en relation. On n'est pas un annuaire en disant tiens, va voir tel artisan ou tel juriste. On est dans un modèle assurantiel. C'est-à-dire que nous, on est courtier en assurance, on est immatriculé auprès de l'ORIAS, qui est le gendarme qui réglemente toute la profession de la banque, de la finance et des assurances, ce qui nous a permis de construire des offres sur mesure avec les assureurs. Aujourd'hui, on bosse avec AXA, on bosse avec Allianz, avec Mondial Assistance, avec Mila. Et derrière, comme on est dans un modèle assurantiel, ce sont les collaborateurs ou les experts des assureurs qui vont se déplacer. Donc, pour les artisans, par exemple, ce n'est pas moi ou ni mes artisans qui vont se déplacer, c'est le réseau d'assistance de Mondial Assistance, donc il y a plus de 5000 artisans sur toute la France, qui vont être envoyés chez ton locataire quand tu as un souci. Ok. Et ça, tu ne payes pas. Donc, il faut bien comprendre, c'est un modèle assurantiel, donc tu déclares un sinistre, comme si tu avais par exemple un problème avec ta voiture. Tu appelles ton assureur, là, ils ouvrent un sinistre, ils disent ok, pas de souci, on va vous envoyer une dépanneuse et puis on va vous prendre en charge tout ça. Donc nous, on prend en charge le sinistre et derrière, donc on t'envoie un artisan, on finance tous les frais d'artisan. Si c'est un problème juridique, là, tu as un juriste qui va te mettre à disposition un avocat, on va payer les frais d'avocat. S'il faut les huissiers, on paye les huissiers. S'il faut expulser le locataire, on suit toute la procédure d'expulsion. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est un package clé en main qui te permet d'être rassuré parce que tu as un problème juridique. C'est galère à gérer les problèmes juridiques, peut-être pire que les pannes. Au lieu de tenter de le résoudre par toi-même ou d'aller sur des groupes, etc., pour trouver la solution, là, tu as un juriste qui s'y connaît et qui va traiter le problème à ta place. Donc concrètement, c'est pour savoir qui fait quoi pour répondre à ta question. Toi, tu appelles notre hotline, tu tombes sur un juriste, donc il y en a plus de 200. Tu expliques le problème à ton juriste, tu dis voilà, mon locataire, il fait du bruit tous les week-ends. J'ai reçu une lettre de mise en demeure du syndic et il me demande de faire le nécessaire, mais je ne sais pas quoi faire parce que j'en ai déjà parlé au locataire. Il me dit t'inquiète, je ferai moins de bruit. Puis finalement, il fait toujours autant de bruit. Donc là, le juriste, lui, tu lui expliques le problème. Il va prendre le relais. Donc là, c'est lui qui prend le relais. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la partie adverse ou écrire des courriers. Donc là, en l'occurrence, c'est ton locataire qui fait trop de bruit. Donc c'est comme si tu avais ton propre avocat dans ta poche. Donc il est là pour te défendre et faire respecter les obligations du locataire. Donc généralement, ils le font à l'amiable. Ça marche bien parce que quand tu as un juriste qui t'appelle pour dire attendez monsieur, la prochaine étape c'est soit je vous mets dehors parce que vous êtes dans le bail ça a été prévu que si tu respectes pas le règlement, etc. Une clause résolutoire qui permet de vous mettre dehors, ou soit on vous faites le nécessaire et puis on en reste là. Donc soit ils disent ok d'accord, non mais c'était une blague, on s'est trompé, on savait pas que les risques qu'on prenait. Et s'ils continuent le week-end d'après, là à ce moment-là les juristes ouvrent une procédure judiciaire. Donc là, ça passe devant le tribunal. Donc après, tout le dossier, il est pris en charge. Okay. C'est un exemple très concret de qui fait quoi. Toi, tu déclares les sinistres. Donc c'est pareil pour un volet qui ne veut pas se fermer. Parce que ton locataire, il dit ah, mais là, j'ai pas pu dormir, le volet, il ne voulait pas se fermer. J'ai pris une douche froide, j'en ai marre. Merci de venir tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est vraiment sur la partie gestion, mais une fois que le locataire est en place, mais est-ce que du coup, il y a quelque chose au niveau des entrées-sorties des locataires ou pas du tout ? Alors, pour la mise en location, on fait pas mal de choses, mais pas tout, pas encore. Donc, nous, le concept, c'est de se dire, le propriétaire met son annonce en ligne sur Le Bon Coin ou sur SoLoger. On peut essayer d'autres plateformes, mais globalement, celle-là, elle marche. Alors, peut-être plus Le Bon Coin, parce que sur SoLoger, je trouve que les taux de réponse, il y en a un petit peu moins. Après, tu as des plateformes spécialisées comme la carte des colocs ou autres, ou ceux qui font que de la coloc, ou tu peux aller sur Gens de Confiance aussi pour toucher une cible plus CSP+. Donc, tu as plein de plateformes comme ça qui sont, ou PAP, voilà, qui sont gratuites ou payantes. Tu payes un petit ticket de quelques euros. Donc, tu déposes ton annonce et une fois que tu as déposé ton annonce, tu vas avoir plein de candidats qui vont dire « Oui, je suis intéressé, je vais faire la visite, comment ça se passe ?» C'est la première chose qu'ils te demandent. Donc ça, c'est sur ton logiciel ou c'est ailleurs ? Non, le propriétaire, il est sur Le Bon Coin, il met son annonce. Voilà, il fait son truc. Et dès qu'il reçoit les demandes d'un candidat, c'est là que M. Hugo il entre en action
où là, le propriétaire, on lui propose de mettre son agenda en ligne, comme avec Doctolib. Donc, Ok. au lieu de gérer les candidats qui vont t'appeler toute la journée, t'envoyer des mails, t'envoyer des pièces au compte-gouttes, là, on dit au propriétaire, donne cette URL, c'est ton agenda en ligne. Donc, imagine Doctolib, tu prends rendez-vous chez le médecin. Là, le locataire, il prend un rendez-vous avec toi dans ton agenda en ligne. Donc, je ne sais pas, demain à 18h pour visiter le bien. Et derrière, on collecte son dossier de location. Ok. Donc, tout est uploadé et déposé par le locataire. Toi, en tant que propriétaire, sur ton interface, tu visualises tous les dossiers que tu as reçus. Alors qu'avant, moi, j'avais ma boîte mail Gmail et je me perdais parce que quand tu reçois... j'ai une centaine de demandes à chaque fois. Donc, quand les gens ils t'envoient des dossiers dans tous les sens, un peu au compte-gouttes, puis j'ai oublié ça, c'est vite galère. Donc là, tout est rassemblé pour une lecture facile. Et après, tu peux valider le rendez-vous, le refuser. Tu peux regarder s'ils ont des garants ou pas. Tu peux consulter leur pièce justificative. On a en plus mis un outil pour détecter les faux dossiers. Trop bien, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as l'intelligence artificielle qui regarde Non, c'est pas encore à ce stade, peut-être, je sais pas. Mais les incohérences ou les... Disons que oui, on travaille avec un partenaire qui est le ministère du Logement. On envoie tous les dossiers de location. Et eux, ils les analysent. Donc, ils ont développé des algorithmes assez puissants. Il y a certainement de l'IA dedans pour détecter les faux dossiers de location ou les incohérences aussi. Et ce qu'ils vont en plus faire, c'est qu'ils vont aller vérifier le salaire qui figure sur le bulletin de salaire et s'assurer qu'il correspond aux revenus enregistrés au niveau du centre des impôts. Bon, ils sont chez eux, donc ils ont toutes les données. Bah oui. Donc déjà, rien qu'avec ça, tu peux savoir si le gars il a voulu un peu tricher sur son bulletin de salaire. Donc ça, l'idée, c'était de se dire, on veut nous sélectionner que les meilleurs locataires. Parce qu'on n'a pas envie de gérer on n'a pas envie que le propriétaire il ait des locataires à problème. Donc voilà, c'est une sorte d'entonnoir à sélection naturelle du candidat dans la perspective de faire remonter les meilleurs candidats. Après, c'est toi qui décides. C'est pas moi qui vais te dire, tiens, choisis ce candidat ou celui-là. Mais au moins, on met à disposition via Monsieur Hugo des outils d'aide à la prise de décision. Et comme ça, le bailleur, il a tous les éléments. Après, il y a une part de subjectivité. Alors, on ne fait pas les visites. Alors, ça, c'est pour répondre à ta question, parce qu'on techniquement, c'est pas possible. Bah oui, parce qu'en fait, au final, ouais, c'est encore d'expérience, après, les propriétaires, ils ont tous leurs solutions. Ils ont tous leurs combines pour s'organiser, pour faire les visites. Ouais. Donc, il y en a que c'est un peu casse-pied, surtout quand ils sont loin. Mais après, avec l'expérience, ils ont soit quelqu'un sur place, une personne de confiance qui peut les aider, soit ils ont trouvé des voisins dans l'immeuble. Enfin, ils arrivent plus ou moins à trouver des solutions. Ou alors, il y en a, ils se déplacent et ils se font des visites groupées. Ouais. Voilà. Ou au pire du pire, tu peux prendre aussi un agent IMO ponctuel pour juste la mise en location et il te facture son tarif, moitié pour le locataire, moitié pour toi. Et puis voilà. Et donc tu as la solution historique d'agent immobilier, ceux qui ne veulent pas s'en occuper. Après, tu as trouvé une personne de confiance. Donc après, tu as plein de sites, tu vois, les sites de services à domicile, ce qu'on appelle les sites de jobbing. Ouais. Tu dis, voilà, je vends mes services pour faire du ménage, du repassage, tout ce que tu veux. Faire une visite, c'est pas compliqué. Ça ne demande pas de compétences techniques. Donc, tu peux trouver quelqu'un à 15 € de l'heure, parce que c'est à peu près le coût. Tu passes par une agence qui te prend un mois de loyer, à peu près. Ou tu trouves un autre système. Mais les visites, ça, on va dire, c'est toi qui les gères. Et après, une fois que tu as trouvé la personne, nous, on met à disposition une application juridique pour faire le bail. Donc ça plaît aussi énormément parce que les gens, ils ne suivent pas l'actualité juridique, ils ne savent pas les clauses qu'il faut mettre, ils ne savent pas les mentions à mettre dans les actes de caution. Donc nous, on leur dit, arrêtez de vous prendre la tête. Nous, on a fait le boulot à votre place. Et donc, quand tu es sur cette application juridique, tu as juste à préciser les caractéristiques de ton logement, l'identité des locataires, des garants. Et nous, derrière, les algorithmes vont automatiquement mettre à jour ou adapter les clauses du bail pour être conformes à la réglementation. Ah oui, ça, c'est super, ça. Donc, en gros, ça ne te prend même pas 5 minutes à remplir. Tu as ton bail que tu peux télécharger directement après. Et après, on a mis en place la signature électronique. Donc ça, tout le monde le fait parce que c'est super pratique, quoi. Tu n'embêtes pas à imprimer. Nous, nos baux, ils font une cinquantaine de pages. Toi, si tu as 3 colocataires et ça te fait 150 pages à imprimer, même plus pour toi, ça fait 200. Enfin, tu vas pas. Puis les gens, ils n'ont plus d'imprimante. Ouais, non, mais et puis en plus, moi, je l'avoue nous-mêmes, nous, ça fait 9 ans qu'on utilise le même modèle. Qu'on avait acheté en payant, je suis certaine qu'il n'est pas à jour. Peut-être qu'il y a eu des changements de loi depuis. Ah oui, je te confirme, il y a eu des changements. Voilà. Mais bon, voilà, je le sais. Mais bon, voilà, nous, on fait avec. Voilà, après, c'est aussi par mes connaissances, les gens disent mais pourquoi je vais prendre un bail? J'aime bien que j'utilise un peu comme toi. Mais ça fait notre... mais tu sais, par exemple, sur l'acte de garant, l'acte de caution solidaire, il y a des mentions qui ont été modifiées. Et si tu les mets pas à jour, ton acte, il n'a aucune valeur juridique. Ouais, tu j'imagine. mets un garant et en fait, ça vaut rien, quoi.
Sur les clauses du bail aussi, il y a des nouveautés à ajouter. Après, le contrat de location, c'est pas la partie la plus fun, mais en gros, c'est la première chose que tu vas ressortir quand il y a un litige. Bah ouais. Donc les gens se disent bah, le contrat, on s'en fiche, je prends un vieux truc et ça ira très bien. Mais ok. Mais les locataires, ils sont super bien informés maintenant, ils ont des associations qui les défendent. Première chose qu'ils regardent, c'est le bail. Voilà, l'acte de caution, bah non, il est pas bon, donc pas de garant, donc tu te débrouilles. Donc ça, il faut y faire attention. C'est aussi des choses que nous, qu'on recommande de ne pas le faire à la légère. Et de prendre aussi d'autres garanties complémentaires que des garants, parce que les garants, c'est bien, mais c'est plus une aide psychologique. Mais il faut avoir d'autres leviers que celui du garant. Moi, je demande systématiquement un garant. Donc, les gens ont aujourd'hui des garants, enfin, c'est plutôt des jeunes. Et ceux qu'on n'ont pas, parce qu'ils ont, je sais pas, impossible de fournir des garants, moi, je mets en place d'autres garanties à côté. Mais il faut un minimum avoir au moins une garantie quand tu loues, pas être tout seul face à ton locataire, quoi. Ok, ouais, non mais là-dessus, je suis d'accord. Ok, donc en gros, moi de ce que je comprends, c'est à la fois un outil qui aide et facilite la vie de façon juridique et aussi de façon peut-être comptable, de suivre les loyers qui tombent ou pas, enfin les... Voilà. Alors sur les loyers, peut-être un mot aussi, parce que ça c'est une prise de tête pour pas mal de monde. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est sortir des chemins battus qui est, parce que moi, c'est comme ça que je faisais avant. Le locataire, il me paye un peu quand il veut. Il faut que j'aille me connecter sur mes comptes bancaires, que je regarde s'il a payé, il n'a pas payé, je le relance. Il me dit ouais, je suis en vacances, j'ai déjà eu ça. Oui, j'ai pas de connexion Internet. Ah ouais, c'est ballot ça. Ok, mais je vais pas dépendre de tes contraintes. Parce que, vous voyez, il doit tomber quoi. Donc nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est du prélèvement des loyers. Comme ça, c'est vrai que ça c'est précieux ça. Ça enlève toutes les épines de pied. Alors. Parce que normalement, on n'a pas le droit, je crois, en tant que particulier, de prélever directement. Nous, ce qu'on fait, notre technique, c'est la mise en... En fait, on force un peu la main du locataire en lui disant tu mets en place ton virement automatique là, maintenant, tu vois. Donc, on arrive à leur faire faire ça. Ouais. Mais il y en a pour qui c'est plus ou moins facile de réussir à leur faire faire. Ouais, moi, tout le temps, le locataire, il me payait un peu quand il voulait, quoi. Bon, au final, il payait, hein, je ne dis pas, mais c'est toujours casse-pied, tu perds du temps, quoi, à tout vérifier. Et là, avec le prélèvement des loyers, nous, on est la première application à proposer le prélèvement des loyers. Sinon, il faut passer par des agences comme Foncia, toi, qui te font le prélèvement automatique pour tous les locataires. Sauf qu'avec Foncia, tu es payé entre le 25 et le 30 du mois. C'est leur mode, enfin, toutes les agences, hein, ils te payent à la fin du mois. Nous, c'est le propriétaire qui met sa date de paiement. Je vais te payer le 5. Et donc, nous, derrière, on va lancer les ordres de prélèvement et de virement à la date du 5. OK. Et comme ça, le locataire, il est prêt. Donc, on lui fait signer le mandat CEPA. Derrière, l'argent, il est mis sur un compte séquestre, donc au Crédit Mutuel, et automatiquement, l'argent, il est reversé par virement chez le propriétaire. Ouais. Donc comme ça, si ceux qui ont des colocs, par exemple, tu vois, ils ont 4-5 personnes, on envoie tous les ordres de prélèvement à la queue leu, tous les virements sont faits sur le compte du propriétaire, et derrière, en fait, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on aurait pu faire du virement, ce que tu fais, mais ça nous permet, nous, de piloter tous les flux financiers. Bah oui. Parce que c'est la plateforme qui pilote tous les flux financiers. Et grâce à ça, on sait que le locataire, il a payé. S'il n'a pas payé, on peut le relancer. On peut générer automatiquement la quittance. Donc ça t'évite de le faire. On met à jour ta comptabilité. Donc on crée des lignes comptables. Donc on a un petit outil comptable. Donc ça, tu n'as pas plus besoin de le faire. Et puis bien sûr, tu es averti comme quoi ton loyer il est tombé. Donc ça t'évite de te connecter à ton compte bancaire. Donc ça t'automatise en fait toute ta gestion de collecte des loyers, de suivi, de reporting et de comptable. Et donc, globalement, une fois que c'est en place, moi, mes locations, elles tournent comme ça et j'en entends même pas parler, quoi. Après, il faut juste gérer les soucis avec le locataire, problème juridique ou le gars, il t'appelle parce qu'il y a un problème sur le ballon d'eau chaude ou autre. Mais ça, tu es obligé de remettre de l'humain dedans, pas l'automatiser. Ouais. Mais voilà, nous, l'idée, c'était d'où le conseil de Monsieur Hugo. On reste quelqu'un... il y a quand même de l'humain derrière, c'est pas juste une plateforme voilà, tu as des juristes, tu as des artisans pour gérer toute cette partie-là. Mais au moins, sur la partie traitement de la gestion et de la collecte des loyers et comptables, une fois que ça tourne, toi, tu passes peut-être 5 minutes à configurer la gestion pour le locataire, mais après, t'entendant plus parler. Le locataire, lui, il ne sort plus des excuses où tu ne te prends plus la tête avec le locataire pour dire t'as pas payé, ah oui, mais bon... ça arrive. Ouais. Ça arrive. Bah oui. Et juste pour avoir un ordre d'idée, parce que nous, du coup, dans notre parc à nous, on a 2 agents IMO
qui gère, on a décidé de diversifier, d'avoir un agent qui gère une partie de notre parc, une autre indépendante qui gère l'autre partie, et on a un petit peu encore en direct, mais j'ai prévu de m'en débarrasser, puisque je ne veux plus faire de gestion du tout. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir c'est quoi le pourcentage que grosso modo, ça coûte? Parce que nous, je dis de façon transparente, nos chiffres à nous, on a une agence qui nous prend 6,6% TTC et une autre qui nous prend 5% TTC sur la gestion globale du parc, mais elle refacture en plus les entrées-sorties à chaque fois. Ouais, normal, ouais. Et si, à un moment donné, il y a un souci et on lui demande de se déplacer, elle refacture en plus ce déplacement, tu vois. C'est juste pour que je te raconte le business model que nous, on a dans notre gestion. Et donc, si, avec Monsieur Hugo, ce serait quoi un peu le pourcentage que tu aurais en tête que ça coûte, entre guillemets? Parce que du coup, c'est pas la même chose. Vous faites pas exactement la même chose. Alors, on n'a pas la même offre tarifaire qu'une agence immobilière où il te prend un pourcentage des loyers. Nous, on a voulu faire une chose très simple, c'est un abonnement point barre fixe et indépendant du nombre de locataires, du loyer que tu peux avoir. Et donc, on a 3 offres. Ça va de 14 € à 30 euros. Par mois ? Par mois. Et ce qui fait la différence, donc si tu donnes l'exemple de l'offre à plus de 30 € par mois, c'est qu'on a intégré toutes les garanties. Donc, typiquement, si tu as dans les 30 €, il y a toutes les garanties. Il y a toutes les garanties. Donc, c'est pas mal. Tu sais que tu me fais réfléchir parce que nous, on perd au moins un loyer par mois de juste payer les gestionnaires. Sur nos 30 loyers. Je t'interrogerai. C'est moi qui vais t'interviewer après pour avoir ton retour d'expérience, mais volontiers. Ouais, non, mais c'est vrai. Il faut juste prendre le temps de le faire. Ouais. Donc, du coup, pour donner un exemple, pour une trentaine d'euros, tu as tout. Donc, si demain, tu as un litige avec ton locataire, tu vois, tous les frais d'avocat et d'huissier, ça s'est pris en charge, tu n'as pas à les payer. Ou même si ce n'est que tu dois juste faire intervenir un artisan chez toi. Nous, la moindre intervention aujourd'hui d'un artisan, c'est 350 € pour qu'il vienne, pour qu'il se déplace, pour qu'il vienne, qu'il regarde le problème. Nous, ça s'est pris en charge. Donc, dans notre abonnement à 30 €, c'est largement rentabilisé après, tu vois, dans l'année. Mais c'est pas rentable pour quelqu'un qui a 30 apparts comme moi, par exemple. Parce que pour vous, 30 €, c'est pas... Du coup, il y a quand même... ça augmente avec le nombre d'appartements, quand même. Oui, alors, c'est 30... Oui, tu me rassures, parce que 30 € pour 30... C'est 30 € par bien, voilà. Ah, il part bien. Ah, OK, voilà. Oui, parce comme on est dans un modèle assurantiel, c'est comme ton assurance pour la voiture. C'est logique. Sur la voiture. Si tu as 2 voitures, tu prends 2 assurances. Oui, voilà, OK, d'accord. Non, c'est pas un forfait, du coup. Non, c'est pas illimité. C'est pas illimité. Non, tu me rassures, sinon je me dis, mais ça tient pas la route. Mais même avec ça, voilà, l'offre, elle change pas. Après, on a des grosses remises quand tu as beaucoup de biens. Si tu vois, à partir du 2e bien, tu as déjà une remise de 10%. OK. Et après, pour les gros bailleurs comme toi, au-delà de 10 biens, tu as déjà 30% de remise. OK. Et après, tous nos frais sont déductibles parce qu'on est assimilé à un professionnel. Enfin, on est un professionnel de l'immobilier. Oui, bien sûr. Donc, tu peux déduire de passer ça en charge, en fait, tout simplement, si tu es réel. Parfait. Donc, voilà. Donc, sur 30 €, si tu as une TMI de 30%, ça te revient à 15 €. Voilà. Comme ça, tu as les ordres de grandeur. Et donc, voilà. Après, tout est garanti. Donc, tu as accès à la plateforme, tu as accès à la mise en location, au baux. Tu peux appeler tes juristes, tu peux envoyer des artisans. Tu n'as rien à payer en plus. Les seules choses qui sont en option, nous, c'est la PNO ou la MRI, on en parlait juste avant. Ouais, donc c'est hyper intéressant d'expliquer, parce que dans les personnes qui nous écoutent, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire PNO ou MRI. Ouais. Donc, si tu peux expliquer aussi rapidement ce que c'est. Alors, donc la PNO, c'est l'assurance habitation qui est obligatoire, que le bailleur doit souscrire. Donc, PNO pour propriétaire non occupant. Donc, ça, c'est obligatoire pour le bailleur. Le locataire, lui, il doit prendre une assurance habitation, on appelle une MRH, multirisque habitation. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que le jour où il y a un problème dans l'appartement, c'est les assureurs qui vont prendre le relais. Si l'appartement il prend feu et qu'il met feu à tout l'immeuble, c'est pas toi avec tes petits deniers qui va refinancer un immeuble. Donc, c'est pour ça qu'on assure les bâtiments. Tu as une responsabilité civile, enfin qu'on assure le logement. Tu as une responsabilité civile aussi qui est intégrée dans les PNO. Et ça, c'est une obligation légale. Donc, tu peux pas dire je la prends, je la prends pas. Non, tu es obligé de la prendre. Et le locataire, il est obligé de s'assurer. S'il la prend pas, on a le droit de résilier le bail. Okay. Ça fait partie des choses obligatoires. Donc, ça, c'est pour la PNO. Donc, ça couvre l'intérieur du logement. Donc, la MRH, la MRI. C'est que des termes barbares. Donc, la MRI, la multirisque immeuble, ça, c'est une assurance pour les propriétaires bailleurs qui ont tout un immeuble. Ouais. Donc, il n'y a pas de syndic, qui sont propriétaires de tout l'immeuble. Et ça va assurer les parties communes et les parties privatives. Parce que si tu as un immeuble et que tu prends que les PNO,
ok, ça fait le job que pour les parties où tu as un locataire dedans. Mais si ta cage d'escalier prend feu ou le toit, la toiture, tu as des problèmes sur la toiture, là, tu ne seras pas assuré. Donc là, c'est pour ça que le produit adapte, enfin, c'est le nom sur le marché, ça s'appelle une émerie, qui est aussi obligatoire et fortement conseillé parce que ça te permet, voilà, il faut t'assurer aujourd'hui quand tu fais de la location. Donc pourquoi on dit ça? Oui, on dit ça voilà, parce que c'est des choses qu'on propose nous en option, donc la PNO ou la émerie. Donc ça te permet d'avoir, si tu veux, sur une seule et même interface, tu peux tout gérer, ta mise en location, de la gestion, tu as tous tes contrats d'assurance qui sont réunis, tu peux déclarer les litiges si tu veux, et la fiscalité qui est aussi en option. Alors la fiscalité, je pense que ça doit forcément te parler, c'est quand on fait de la location, il faut déclarer ses revenus, le fardeau. Ah, mais est-ce que ton logiciel permet en plus de faire un peu le comptable ou il faut quand même un comptable à côté? Non, on a nos experts comptables. Et donc, c'est comme ton cabinet comptable, sauf que ça coûte 2 fois moins cher. Ok. Tu vas dire, mais comment, c'est pas vrai et tout, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, parce qu'on a automatisé une bonne partie du traitement comptable en amont. Donc, quand tu bosses avec un cabinet comptable, tu lui envoies toutes les pièces, tout ça, il donne tout un tas d'informations à la fin d'année. Donc, lui, il fait de la saisie, il fait de la collecte d'informations, il traite la donnée. Donc, nous, tout ça, ça a été, on a mis pas mal d'IA dedans et donc ça a été traité. Donc, le comptable, il passe moins de temps à faire tout ça en amont. Il va se concentrer sur les liasses fiscales, enfin, sur la production des liasses fiscales. Il va te faire un bilan. Et ça, c'est un comptable que vous avez en interne? Ouais, c'est sur nos équipes qui font le... Donc ça, c'est en plus, on paye en plus le comptable. Hein, tu vois, ça rentre pas dans l'abonnement. Ah, et donc c'est un service en plus. C'est un service en plus. Donc nous, on vient récupérer toute la data qui est dans Monsieur Hugo. Donc toi, quand tu reçois tes revenus, nous, on les enregistre. Si tu veux saisir des charges, parce que tu as payé des factures. Donc ça, tu peux charger toutes tes factures. Nous, on récupère toute la data qui est dans Monsieur Hugo et ensuite, on l'exploite. Enfin, on la traite et on fait ton bilan. Et s'il manque des choses, forcément, il va manquer des choses. Hein. Là, on les demande par email au propriétaire. On dit, tiens, il nous manque, je sais pas, ta PNO, il nous manque, je sais pas, ton tableau d'amortissement. Enfin bref. Donc ça, on demande les données qui nous manquent et ensuite, on fait le bilan. On produit les liasses fiscales. On les télétransmet au centre des impôts. Et une fois qu'on a fait ça, ta déclaration, elle est finie. Donc, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Et le petit plus, c'est qu'on te fait un bilan prévisionnel. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, sur l'année prochaine, c'est quoi tes perspectives de revenus en tenant compte de tes charges. Et si on arrive à identifier une piste d'optimisation fiscale, donc là où tu peux éventuellement aller payer moins d'impôts, on te le met dans ce rapport. Ok, c'est vraiment passionnant. Et en plus, moi, ça me parle tout ça parce que je suis une ancienne ingénieure en informatique et j'ai été product manager à l'époque où je faisais de la conception de produits. Top. Et je me suis toujours dit, un jour et tout, je referai du logiciel. Mais bon, je pense pas que je ferai pas le même que toi, t'inquiète pas. Mais en tout cas, ça m'inspire de t'écouter parce que je me dis, en fait, on peut aussi... Enfin, je sais pas, moi, je me vois bien aussi développer des choses comme ça un jour, différentes. Je sais pas sur quel sujet encore, ni comment. Mais... Ouais, c'est passionnant, ça me prend un peu de temps. ouais. Mais ouais, c'est passionnant parce que, tu vois, là, aujourd'hui, c'est cool parce que je suis en interview chez toi. Tu vois, j'en profite aussi pour faire d'autres choses, pas que avoir les mains dans le guidon, faire du product, comme tu dis, ou faire des tests, monter des contrats, faire des partenariats. Après, j'aime bien aussi sortir, tu vois, du bureau et puis... discuter ou échanger ou partager mon retour d'expérience sur d'autres podcasts. Je trouve ça c'est super fun, quoi. Ouais. Non, mais c'est passionnant. Moi, je t'avoue, j'ai une grosse flemme de me mettre un logiciel. Du coup, j'aime bien avoir mes agents où je sais que j'ai juste un coup de fil à passer. Et en fait, nous, on a mis des mois, voire des années à les former, à faire exactement tout comme on veut. Donc, c'est vrai que nous, notre système, j'ai pas trop envie d'y toucher. Mais je me dis que c'est vraiment intéressant pour des gens qui démarrent et qui... je trouve que ça... Voilà, en tout cas, je suis vraiment convaincue par ton produit, pour personnellement. Hein. Ok. Bon, voilà. Écoute, ravi. Donc, c'est... Alors, dis-nous comment les gens qui ont écouté se disent « Ah, mais attends, ça m'intéresse. » Parce que, alors, j'informe aussi l'audience, c'est que la raison pour laquelle... j'ai accepté de t'interviewer parce qu'en vrai, c'est quelqu'un de ton équipe qui m'avait proposé de t'interviewer. Donc, je le dis en toute transparence. C'est que tu m'as été aussi recommandé par d'autres podcasteurs qui utilisent ton logiciel, qui m'ont dit que c'était super. Donc, t'es pas tombé du ciel. Donc, pas mal maintenant que j'ai converti. Je pense que ça doit être des podcasteurs qui connaissent. Mais ouais, moi, je suis toujours...
Ravi de pouvoir aussi avoir des retours. Maintenant, c'est moi qui les interviewe, les podcasteurs, pour avoir le retour d'expérience sur l'utilisation de Monsieur Hugo. Ils en sont fans. Il y en a plein qui étaient sur Antilla, disant okay, c'est l'âge de pierre des années 2000. Ok, on est passé là-dessus, ça marche top, ça marche très bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc voilà, c'est aussi ça qui est assez cool de pouvoir avoir ce retour d'expérience. Parce que chacun a ses propres habitudes de faire, c'est toujours un peu casse-pied de changer ses façons de faire. Mais quand tu te poses 5 minutes et que tu dis ah ouais ok finalement je pourrais peut-être gagner du temps, ou moi je suis protégé juridiquement, ou même tu vois il y en a ils se disent bah non moi le truc sur les artisans j'en ai pas besoin parce que je suis à côté, c'est moi qui vais faire le truc, mais par contre je veux bien rien avoir à faire pour la gestion et la compta. Tu vois, après chacun peut composer en fonction de ses besoins. Alors, quand tu débutes tu as besoin de tout et les gens ils prennent tout. Et plus les investisseurs sont chevronnés, et plus ils disent ah non, mais je vais peut-être prendre juste ça ou juste ça. C'est pour ça qu'on a fait des offres à la carte où tu peux prendre juste ce que tu veux pour contenter un peu tout le monde. Comme quand tu es au resto, soit le menu, soit la carte. Ok. Voilà. Soit tu as beaucoup faim, soit tu es un peu en mode régime, quoi. Et donc, pour les auditeurs qui se disent tiens, j'ai envie d'essayer, de regarder, tu as un petit code promo spécial, c'est ça, pour tester pour les auditeurs des investisseurs sereins? Alors, rien que pour toi, donc le code, il est facile, hein. C'est ton prénom. Voilà, Dorine, D-O-R-I-N-E. Voilà, et donc ça donne droit donc, à 5% de remise à vie sur l'abonnement. Donc ça, c'est top. Et dans tous les cas, nous, on propose une période d'essai de 2 mois gratuite. Donc c'est vraiment de l'essai gratuit. Tu n'as pas besoin de sortir ta CB, tu ne sors rien. Donc tu peux tout tester, y compris mettre en place les prélèvements. Et bon, il n'y a pas les garanties. Les garanties, on les met en place quand le logement est assuré. Oui, c'est logique. Mais au moins, voilà, tu peux tout tester. Après, si ça te va, tu peux t'abonner. Et puis... avec le super code promo pour tes auditeurs. Merci beaucoup Bruno. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était super sympa. C'était super intéressant, on a beaucoup parlé de ton logiciel, mais au final, moi, ça m'intéresse. Donc j'espère que tout le monde a suivi jusqu'au bout pour ceux qui sont intéressés. Parce qu'il y en a beaucoup des auditeurs qui ont déjà de l'immobilier, qui ont des problématiques de gestion, donc je pense que ça va les intéresser. Bon, écoute, ravi, au plaisir.